Des études auraient montré que le masculin neutre et le masculin générique n'existent pas, que par conséquent l'écriture inclusive est nécessaire, et je pense que c'est une arnaque. Je viens en paix. On a des règles de grammaire qui ne sont pas cohérentes, plutôt pour, plutôt contre, plutôt ne se prononce pas, et ben c'est pas si simple. Avec la façon dont notre cerveau fonctionne. Et j'espère que vous aussi. Le masculin, dans sa forme neutre, n'est jamais neutre. Ça plaît pas trop à l'Académie française. Ensuite, je voudrais profiter pour dénoncer la manière avec laquelle a évolué la francophonie. Voilà, donc je fais cette vidéo en réponse à la vidéo sur l'écriture inclusive de la chaîne Syllabus qui a été publiée il y a environ une semaine et dans laquelle l'animatrice de la chaîne, en faisant référence à quelques études qui se présentent comme scientifiques, affirme que le masculin, la forme masculine, ne fonctionne pas vraiment ni comme neutre ni comme générique, mais qu'elle induit toujours des représentations masculines et que par conséquent, il faut effectivement pratiquer l'écriture inclusive. Donc sa vidéo, elle se divise en deux parties. La première dans laquelle elle cite du coup ses études, et la deuxième dans laquelle elle réfléchit aux moyens dont on dispose pour mettre en œuvre l'écriture inclusive. Donc cette partie-là, elle m'intéresse pas. Je vais me concentrer sur la première, et je vais essayer du coup de montrer à chaque fois pourquoi les études qu'elle cite échouent en fait à montrer ce qu'elles prétendent démontrer. Donc cette première partie, elle se divise en trois sous-parties qui correspondent à chaque fois à trois expériences différentes. Donc je vous mettrai à chaque fois l'extrait correspondant de la vidéo et ensuite j'analyserai et je répondrai au cas par cas. D'abord, juste un commentaire global, général. Il faut avoir à l'esprit que toutes ces études qui prétendent mesurer ce qui se passe dans la tête des gens au moment où ils parlent ou au moment où ils sont en train de lire une phrase, etc., elles induisent nécessairement un biais dans le traitement cognitif que les sujets font des phrases qui leur sont soumises, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une situation dans laquelle ils sont en train de mettre en question ou de réfléchir sur des processus qui normalement se passent de manière totalement automatique et à un niveau infraverbal dont ils n'ont pas conscience. Et comme en plus le masculin est de fait dans ces expériences-là désigné comme suspect, on aura tendance à lui trouver les défauts dont on le soupçonne. Voilà, donc cela étant dit, première étude. Je vais vous montrer une phrase, puis une seconde phrase. Et juste après avoir fini de lire, vraiment du tac au tac, il faut que vous me disiez si la phrase 2 est une suite possible, logique, à la phrase 1. Les infirmiers sont sortis de l'hôpital. Du beau temps étant prévu, plusieurs femmes n'avaient pas de veste. Paf! Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors évidemment, vous êtes un peu biaisé parce que vous connaissez le sujet de la vidéo, mais il fallait répondre que oui, ça marche. Le masculin pluriel peut représenter un groupe de personnes qui contient des femmes. Ce que vous venez de vivre, c'est une expérience qui a été faite sur 35 personnes avec 36 phrases dans le même style que celle-ci, parfois avec des noms de rôles stéréotypés, donc au masculin, technicien, policier, aviateur, au féminin, esthéticien, infirmier, assistant maternel, qu'on mettait quand même au masculin, et encore d'autres fois des noms neutres, donc voisin, musicien, promeneur. Et la suite de la phrase changeait aussi. Parfois c'était au féminin comme ici, parfois c'était au masculin. Si le masculin active réellement le neutre dans la tête des gens, alors 100% des réponses auraient dû être « oui, c'est une suite logique ». Voici les résultats. Avec les stéréotypes masculins, à peine plus de la moitié des gens trouvaient que la présence du féminin, qui est en orange ici, était une suite logique à un rôle au masculin. Alors même bien sûr que tout le monde connaît la règle de le masculin l'emporte sur le féminin. Quand on avait des stéréotypes féminins, même chose. Et sans stéréotype, eh ben, même chose aussi. Donc, en orange, c'est quand la seconde partie de la phrase est au féminin, quand la première est au masculin. Et en rouge, c'est quand la deuxième partie de la phrase est au masculin, quand la première est au masculin aussi. Alors le problème majeur avec cette première étude, et ce sera la même chose pour la deuxième, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que c'est des phrases ici dont l'enchaînement est tout à fait incongru. Et c'est des phrases qui nous paraissent bizarres aussi parce qu'elles correspondent à aucune phrase que personne n'a jamais dite et que personne n'a jamais entendue. Qui dirait ça? Qui dirait « les techniciens sont sortis de l'hôpital parce que du beau temps était prévu, plusieurs femmes n'avaient pas de veste ». C'est complètement absurde. Alors, qu'est-ce qui rend cette phrase absurde? Deux choses. La première, c'est le contraste entre l'article défini et l'adjectif indéfini, c'est-à-dire entre « les » et « plusieurs ». Ce contraste, il tend à délier la première phrase et la deuxième. C'est-à-dire que par souci de cohérence, ce qu'il aurait fallu dire, c'est « les voisins sont sortis de l'hôpital parce que du beau temps était prévu, certains
hommes ou certaines femmes n'avaient pas leur veste. Pourquoi? Parce que certains, contrairement à plusieurs, c'est un adjectif qui signifie une pluralité parmi un ensemble. Donc c'est toujours certaines personnes parmi tel ensemble. En l'occurrence, on aurait compris qu'il s'agissait de certains hommes ou de certaines femmes parmi cet ensemble figuré par les voisins, les techniciens, les infirmiers, etc. Tandis que plusieurs, c'est un adjectif qui signifie simplement la pluralité indépendamment de toute inscription dans un ensemble. Et donc, plusieurs tend à faire du groupe, dans la seconde phrase, un groupe indépendant de celui désigné dans la première. Il brise le lien entre la première phrase et la deuxième. Et le deuxième élément qui rend l'enchaînement des phrases ici incongru, c'est le jeu qui est fait. Et je dis bien jeu parce qu'à mon avis, les personnes qui mettent en place ces expériences savent très bien ce qu'elles font et choisissent chaque mot de façon tout à fait minutieuse pour obtenir certains résultats, induire certaines réponses. Et le jeu donc qui est fait autour du verbe sortir. Parce que dans l'absolu, sortir, ça évoque effectivement la promenade, l'extérieur et donc par extension les questions de beau temps, de mauvais temps, de météo. Et donc de ce point de vue-là, le verbe sortir et la question dans la seconde phrase de la veste et du beau temps sont assez cohérents. Sauf que le verbe sortir, il n'est pas employé dans ces exemples de façon absolue, mais il est employé dans la construction sortir de l'hôpital, qui est presque une locution verbale qui a un sens figé, et qui est celui de quitter l'hôpital après y avoir séjourné pour cause de maladie ou d'opération ou que sais-je. Et du coup, cet univers-là, évoqué par l'idée de sortir de l'hôpital, il est très éloigné des idées hédoniques que peuvent évoquer la sortie, la promenade, le beau temps, etc. D'accord ? On pense plutôt à la convalescence, à la souffrance, à des choses comme ça. Et donc là, encore une fois, il y a un contraste entre ce que connote cette première phrase et ce que connote la seconde, hein, et qui explique du coup les réponses. Pourquoi elles expliquent les réponses ? Parce que, et là on en vient à une question très simple en fait de pragmatique, ça fait longtemps que les linguistes et les pragmaticiens en particulier ont montré que le sens d'un énoncé, c'est-à-dire d'une phrase en contexte, se réduit pas au sens de ses constituants, mais aussi fonction des inférences que fait l'interlocuteur, qui construit aussi une partie du sens de l'énoncé en faisant des hypothèses sur ce que le locuteur veut dire. Et par ailleurs, des auteurs comme Paul Grice, par exemple, ont pu chercher à montrer que la communication était régie par certaines règles et par certains principes qui font que, dans une situation de communication normale, on cherche à être pertinent, à se faire comprendre, à être honnête, etc. Donc en fait, c'est dans la nature de la communication que de chercher toujours de la pertinence dans les phrases qu'on nous propose. Et quand quelque chose nous paraît bizarre, notre premier réflexe, c'est pas de dire « Ah, ta phrase, elle est étrange, je me casse », c'est d'essayer quand même d'y trouver un sens. Et dans le cas qui nous occupe, les personnes qui participaient à cette expérience, elles vivaient du coup cet enchaînement de phrases comme incongru, et elles se raccrochaient aux éléments qui pouvaient rendre cet enchaînement pertinent. Et en l'occurrence, l'élément qui tendait à lier les deux phrases entre elles, c'était la congruence qu'il y avait entre la forme masculine du sujet dans la première phrase, voisin, technicien, infirmier, etc., et le terme homme dans la seconde phrase. Ça créait un lien qui rachetait un peu l'absence de cohérence qu'il y avait par ailleurs pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. D'ailleurs, je reviens vite fait là-dessus, malgré le contraste qu'il y a entre l'article défini et l'adjectif indéfini, on aurait pu avoir encore un enchaînement à peu près cohérent si le thème prégnant dans la seconde phrase avait été plus proche de l'idée de sortir de l'hôpital, présente dans la première phrase. Par exemple, on aurait pu dire « Les voisins sont sortis de l'hôpital, par manque de matériel, plusieurs femmes n'avaient pas de béquille. » Ici, on aurait eu quelque chose d'un peu plus cohérent, parce que l'idée de la béquille est plus proche de l'univers sémantique de sortir de l'hôpital. Donc tout ça pour dire que l'incohérence, elle n'est pas dans les valeurs que le masculin peut prendre, elle était inscrite dans cet enchaînement de phrases lui-même. Pour les cas un peu particuliers dans lesquels le sujet de la première phrase, c'était un nom de métier frappé d'un stéréotype de genre. Alors là, effectivement, c'est des cas intéressants qui, effectivement, remettent un peu en question le caractère stable, continu, immuable du fonctionnement de la forme masculine comme générique ou comme neutre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Dans le cas d'infirmier, par exemple. Pourquoi est-ce que les sujets de l'expérience ont eu tendance à répondre que c'était pas logique ? Eh bien parce que,
dans notre représentation commune, on associe encore le métier d'infirmier, d'ailleurs même quand on dit ça on a envie de dire métier d'infirmière, à un métier exclusivement pratiqué par des femmes. C'est pas à strictement parler vrai, d'accord, mais c'est encore l'idée qu'on en a, c'est encore l'idée qu'on s'en fait. Et donc, quand on voit la forme au masculin, on la vit comme une anomalie, et on en déduit que l'information qui prime, c'est que on est en train de parler de personnes qui exercent ce métier, mais qui sont des hommes. Et donc on lit naturellement la forme masculine dans sa valeur strictement masculine. Et c'est la même chose dans l'autre sens pour les cas de métiers frappés d'un stéréotype masculin. Technicien, pilote, et j'ai oublié le troisième. C'est la même chose. Et dans ces cas-là, c'est bien le réel ou l'image qu'on a du réel qui s'immisce dans le fonctionnement de la langue, et non pas la langue qui nous empêcherait de penser le réel. Ensuite, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont affiché une phrase, et elles ont mesuré cette activité électrique pendant que les personnes lisaient une phrase. Donc voici un exemple de phrase. Les étudiants sont allés à la cantine parce que quelques-unes des femmes avaient faim. Mais aussi, la même version, les étudiants sont allés à la cantine parce que quelques-uns des hommes avaient faim. Les deux phrases, on s'entend, sont correctes grammaticalement, puisque les étudiants étant sous la forme masculine, son sens est aussi neutre, mais avec ces mesures, on sera capable de dire si une des deux formes a demandé plus d'efforts au cerveau. Vous vous souvenez, on l'a dit, le cerveau c'est un déducteur précoce, et quand il lit les étudiants, en fait il s'est déjà formé une image mentale sur ce groupe. Et si la suite de la phrase où on précise le genre du groupe ne génère pas de pic d'activité, c'est que sa déduction était la bonne. Si ça génère un pic d'activité, au contraire, c'est que son interprétation de départ n'était pas bonne, et qu'il doit se réajuster. Et elles ont surtout détecté de la difficulté au niveau de la syntaxe, donc celle qui se fait à 600 millisecondes, quand la seconde partie de la phrase était au féminin, c'est-à-dire que leur cerveau a détecté une erreur grammaticale. C'est là que le cerveau vraiment charbonnait le plus. Ça veut dire que le féminin était alors une surprise pour le cerveau qui s'attendait à du masculin. Comme dans le cas précédent, on a ici un problème de cohérence qui tient à la construction bizarre de cette phrase que personne n'a jamais entendue, que personne n'a jamais prononcée. Donc l'explication de la différence de réponse constatée dans l'expérience, c'est la même qu'avant, c'est que les sujets de l'expérience, confrontés à une phrase qui leur paraît incongrue, ont essayé d'y injecter autant de cohérence que possible. En l'occurrence, il s'agissait de lier la principale à la subordonnée, et c'est, encore une fois, la congruence entre la forme masculine d'étudiant et le terme homme qui leur a paru créer le plus de liens entre la principale et la subordonnée et rendre l'énoncé, dans l'absolu, plus cohérent et plus pertinent. Alors maintenant, la raison pour laquelle cette phrase nous paraît bizarre, elle est propre à cette phrase, et en fait elle est très simple, c'est que l'étudiant, le type étudiant, nous évoque, quand il s'agit de qualifier les personnes quant à leur sexe, nous évoque bien davantage le couple fille-garçon que le couple homme-femme. Quand on parle des étudiants, et peu importe qui parle, on a l'habitude de parler en termes de filles et de garçons. Et donc, la formulation normale de cette phrase, ça aurait été « Les étudiants sont allés à la cantine parce que quelques-unes des filles avaient faim ». Et dit comme ça, la phrase ne pose plus aucun problème. L'interprétation neutre d'étudiant va de soi, elle s'impose d'elle-même, parce qu'on emploie des termes qui sont cohérents avec l'univers d'expérience évoqué par le terme étudiant. Donc on peut déjà répondre à la première conclusion que fait l'animatrice de la chaîne Syllabus. Ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que la présence du féminin dans la seconde partie de la phrase a semblé moins cohérente que lorsque c'était du masculin. Et le masculin, bien qu'il soit voulu comme générique, il est souvent interprété de façon spécifiquement masculine. Non, l'incohérence, elle est dans les exemples, elle est dans les phrases choisies par les personnes qui ont mis en place ces expériences. Et là, je dois faire un commentaire sur justement le caractère scientifique, prétendument scientifique, de ces expériences. Parce que tout au long de la vidéo, l'animatrice présente les choses comme étant très neutres, très objectifs. C'est là qu'on fait appel à la recherche. Là aussi, on a des réponses avec la recherche. Le caractère scientifique de ces recherches les garantirait de toute forme de subjectivité. Et en fait, c'est pas le cas. Alors déjà, si on regarde la bibliographie qu'on trouve dans la description de la vidéo, on peut constater plusieurs choses. Bon, première chose, c'est que la plupart des études sur lesquelles elle se base, c'est des études en anglais, et qui portent, pour certaines d'entre elles, même pas sur le français, ce qui est déjà un peu bizarre pour une vidéo sur l'écriture inclusive en français, mais bon, peu importe.
Ce qu'on remarque surtout, c'est quelques noms de linguistes qui sont des défenseurs notoires de l'écriture inclusive, hein, et qui la défendent même de manière acharnée. Donc c'est pas parce que des recherches sont faites dans un cadre académique et se prévalent de l'étiquette scientifique qu'elles sont pas pour autant ou qu'elles ne peuvent pas pour autant être militantes. Alors vous me direz c'est pareil pour moi, oui c'est vrai c'est pareil pour moi et ceux qui me suivent le savent, moi je suis contre l'écriture inclusive donc effectivement j'aborde la question avec un certain biais. Mais je le souligne ça ici parce que dans la vidéo, hein, on essaie de donner l'impression que tout est objectif, que tout est scientifique et que d'une certaine manière, il n'y a rien à y redire. Or, c'est pas le cas et la recherche, elle n'est pas imperméable au parti pris. Troisième et dernière étude. Et là, les auteurs présentent plusieurs études, 5, où ils comparent le comportement des personnes testées quand elles sont exposées à du masculin, par exemple informaticien, ou une formulation en doublon comme informaticien-informaticienne. Dans une des études, ils demandent à des passantes et des passants de citer des personnes qu'ils ou elles pensent aptes à occuper le poste de Premier ministre. Dans un cas, ils posaient la question « Citez tous les candidats de droite ou de gauche que vous verriez au poste de Premier ministre ». Dans l'autre, c'était la même question, mais en remplaçant les candidats par les candidats-candidates. Le résultat est assez fou, 3 fois plus de femmes ont été citées quand la question était posée avec le doublon. Sérieux ? Je trouve ça juste fou. Juste le fait qu'on prononce le mot candidate, au féminin donc, ça ouvre une porte mentale qui permet de penser aussi à l'autre moitié de la population. Alors on a ici un cas qui est un cas limite, hein, qui tient à la forme masculine Premier ministre, qui fait que ce nom de fonction est un nom de fonction un peu particulier. D'ailleurs, une femme Premier ministre peut choisir justement d'être appelée Madame la Première ministre ou Madame le Premier ministre, comme on peut dire... Enfin, comme une femme peut choisir d'être appelée Madame la maire ou Madame le maire. Mais surtout, outre cette forme masculine du nom de la fonction, c'est le fait qu'en France, il n'y a pas eu de femme à ce poste depuis plus de 30 ans qui explique les réponses obtenues dans cette expérience. D'autant plus que cette fonction est une fonction unique, elle est occupée par une seule personne, ce qui favorise le fait qu'on associe le nom de la fonction à la personne qui l'occupe. C'est-à-dire que le sens qu'on attribue à l'expression Premier ministre, il est très ancré dans le réel et il est d'une certaine manière incarné. Et donc on associe le nom de la fonction à la personne qui l'exerce. Et c'est ça qui explique les résultats obtenus. Donc encore une fois, comme avec le cas des noms de métiers stéréotypés, c'est la réalité qui s'immisce dans le fonctionnement de la langue et pas l'inverse. Et évidemment, les personnes qui ont mis en place l'expérience étaient parfaitement conscients de ça, hein, et comme par hasard, ils ont choisi Premier ministre. Hein. Ils auraient pu choisir n'importe quel autre nom de métier, ils auraient pu choisir même ministre tout simplement, ou député, mais non, ils ont choisi Premier ministre parce que, encore une fois, le choix des exemples lui-même, hein, est fait pour induire de la confusion dans l'esprit des personnes qui lisaient ces phrases. Ce sont toujours des phrases et des exemples insidieux. Donc tout était fait dans ces études pour obtenir un certain résultat, et alors à ce jeu-là, oui, on peut faire plein d'études pour montrer que le masculin générique est un mythe. C'est comme si je cachais moi-même un objet chez moi, et qu'ensuite je partais le chercher. Oui, il y a de fortes chances que je le trouve, effectivement. Et si vous créez des phrases dont le but premier est de semer la confusion dans l'esprit de ceux qui les lisent, alors oui, vous allez effectivement faire chauffer le cerveau de ces personnes et pouvoir mesurer des chocs électriques, etc. Vous avez eu une activité électrique dans votre cerveau environ 400 millisecondes après avoir entendu le mot. Alors un dernier commentaire sur la vidéo de Syllabus et sur l'idée d'image mentale. Vous ferez attention la prochaine fois que vous lirez quelque chose. Quelle est votre image mentale au moment où vous le lisez? Est-ce que vous voyez un groupe d'hommes? Un groupe mixte? Mais ça c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. En temps normal, quand on communique ou même quand on lit, même si j'interprète une forme masculine comme masculin, le résultat de cette interprétation, c'est pas l'image d'un homme dans ma tête. Si je vous dis par exemple, si je dis à quelqu'un les techniciens vont bientôt arriver, même si je crois que ces techniciens sont des hommes, j'ai pas l'image de technicien comme ça, ou d'homme abstrait ou concret, enfin c'est justement tout le problème. J'ai pas des images d'hommes qui apparaissent dans ma tête. Notamment parce que cette compréhension, elle se fait, encore une fois, à un niveau infraverbal et de façon automatique, hein, qui ne laisse pas le temps à la compréhension de se matérialiser dans le cerveau sous forme d'image. Et ça tient aussi au fait que quand on parle, hein, on enchaîne les phrases, hein, et chaque phrase est prise dans le flux de la communication, de la conversation. Or, dans toutes ces expériences, on isole des phrases, et on les isole de tout contexte, et on demande à des sujets
de les lire, de les analyser, mais ça correspond pas à la manière dont la langue fonctionne. Parce que quand on parle, on s'arrête pas comme ça sur les phrases qu'on vient de prononcer pour se demander si le masculin fonctionne bien comme masculin ou que sais-je. Parce qu'effectivement, si on s'arrête sur ces phrases, alors là, des images peuvent éventuellement apparaître, peuvent éventuellement émerger, mais ça ne correspond pas à la réalité de l'usage de la langue. Et c'est tout le problème de ces expériences, c'est qu'elles nous font porter une attention à des choses auxquelles généralement on ne pense pas. Et heureusement que ça se passe comme ça, parce que si à chaque mot, ou en tout cas à chaque substantif qu'on employait, on avait comme ça une image dans le cerveau, eh ben on aurait un dessin animé à la place de la conscience et on serait probablement bloqué 2-3 millénaires en arrière. Donc ça se passe pas comme ça, et cette idée un peu naïve de la représentation mentale, elle va de pair avec la confiance totale qui est accordée à la science dans cette vidéo. Alors j'ai regardé, il se trouve que Viviane, puisque c'est le nom de l'animatrice de la chaîne, est docteur en biomécanique. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'elle fasse appel à la science et qu'elle ait une manière scientifique, disons, d'aborder les questions et les problèmes. Mais dans son enthousiasme, on a l'impression du coup que par la science et par l'expérience, tout est clair, tout est mesurable, tout est cool. Et pour ça, il y a plein de méthodes. Ça se mesure. Avec ce genre d'études, on peut affiner les résultats, et je trouve ça trop cool. Or, dans le cas de la langue, ça se passe pas tout à fait comme ça, et il suffit pas de mettre des ventouses sur la tête d'un sujet d'expérience pour percer tous les mystères de la conscience et du traitement de l'information, qui plus est quand on se base sur des phrases complètement irréalistes et qui ne correspondent à aucune pratique concrète. Donc, jusqu'à preuve du contraire, et vraie preuve du contraire, le masculin fonctionne bel et bien, ou peut en tout cas fonctionner, comme générique et comme neutre. Par contre, c'est sûr que à force de le remettre en question, et à force de dire que non, c'est pas vrai, le masculin ne fonctionne pas comme ça, etc., on va peut-être finir par miner effectivement ce fonctionnement-là, et par créer des générations qui ne verront plus le masculin comme nous le voyons encore, et qui n'auront plus la capacité d'employer le masculin dans sa valeur générique et dans sa valeur neutre. Alors, ceux qui me suivent savent ce que j'en pense, pour les autres, je mettrai en fiche en description et après la vidéo des liens vers les 2 vidéos que j'ai faites sur l'écriture inclusive. Je pense que ce serait vraiment une énorme régression sur le plan intellectuel, cognitif, que de se priver de la valeur neutre et de la valeur générique du masculin. Et si vous tenez à la langue et à la langue telle qu'elle existe encore, c'est vraiment important de la défendre parce que l'écriture inclusive, mine de rien, elle gagne du terrain et elle est en train de s'imposer. Alors il y a des gens parfois qui me disent « mais non, l'écriture inclusive c'est rien, c'est une mode, ça va passer ». J'en suis pas si sûr. Et vous avez des figures d'autorité qui commencent vraiment à la pratiquer de manière normale, hein, et il faut se poser la question de l'influence que ça a sur les personnes plus jeunes, hein, et qui sont en train d'apprendre en fait leur langue, hein, et de devenir des locuteurs. Hein. Quand vous avez des médias qui pratiquent l'écriture inclusive ou des professeurs qui pratiquent l'écriture inclusive, il faut se mettre à la place des gens plus jeunes qui se disent bon bah si des figures d'autorité pareilles pratiquent l'écriture inclusive, c'est que c'est comme ça qu'il faut écrire, ou en tout cas ça veut dire que c'est justifié et qu'effectivement le masculin ne fonctionne pas comme neutre, etc., etc. Donc si on veut préserver la langue, il faut la défendre, hein, il faut écouter évidemment les discours de ceux qui défendent l'écriture inclusive, et il faut chercher à répondre et à défendre de manière argumentée la conservation de la langue telle qu'on la connaît. Voilà, donc faites ce que vous pouvez si la langue vous tient à cœur. Vous pouvez par exemple partager les vidéos de la cartouche sur le sujet qui sont vraiment pas mal. Et sur ce, je vous dis à bientôt.